Le mariage est fini. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, m'a dit ma femme. Un mois plus tard, elle suppliait. Ce qu'il y a avec les chagrins d'amour, c'est qu'ils ne préviennent jamais. Ils défoncent la porte sans frapper, entrent comme s'ils étaient chez eux et vous coupent le souffle avant même que vous ayez eu le temps de boire votre café. C'était un matin comme les autres. La lumière du soleil inondait la pièce à travers la fenêtre, le doux sifflement de la machine à café emplissait le silence. Je tendais la main vers ma tasse quand Lindsay, ma femme depuis 7 ans, l'a dit calmement, comme si elle annonçait un changement de météo. « Je ne t'aime plus, Adam », a-t-elle dit. J'ai rencontré quelqu'un de mieux. La tasse a glissé légèrement dans ma main, et la vapeur qui s'en élevait a soudain semblé être la fumée de quelque chose qui brûlait. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal entendu. Peut-être qu'elle plaisantait. Mais non, il y avait une légèreté dans son ton qui m'a donné la chair de poule, comme si elle avait répété cette phrase devant le miroir pendant des jours. Elle se tenait là, dans notre cuisine, pieds nus, les cheveux attachés nonchalamment, portant la chemise que je lui avais achetée pour notre dernier anniversaire. Son visage était serein. Trop serein. Mieux, ai-je répété, le mot ayant un goût de rouille dans ma bouche. Oui, il est tout ce que tu n'es pas sûr de lui, décidé. Elle a pris une gorgée de son jus d'orange. Et je ne me sens pas coincé quand je suis avec lui. Le coup de poignard n'était pas seulement dans ce qu'elle disait. C'était dans la manière dont elle le disait. Sans hésitation, sans culpabilité, comme si elle changeait simplement d'épicerie. D'accord, ai-je répondu, la voix stable, bien que ma main tremblât contre le comptoir. Alors fais tes valises et pars. Cela l'a fait marquer une pause. Ses sourcils se sont haussés. Une lueur de confusion a dansé dans son regard. Quoi? Tu m'as entendu, Lindsay. Tu es libre. Tu ne me dois aucune explication. Mais tu n'as pas non plus le droit de rester chez moi après ça. Elle a ri, un petit rire léger et amusé qui m'a frappé plus fort que n'importe quel cri. Chez toi? C'est drôle. Je ne me battrai pas avec toi, ai-je dit doucement. Mais je ne vais pas non plus héberger ta liaison dans ma cuisine. Sa posture a légèrement changé, les bras croisés, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. Tu vas vraiment jouer la victime. Ne le suis-je pas? Le silence s'est étiré, seulement comblé par le faible bourdonnement du frigo et le léger cliquetis de sa cuillère contre le bol de céréales. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. C'était le pire. Pas la trahison elle-même, mais son indifférence émotionnelle face aux décombres qu'elle avait causés. Comme si j'étais un contrat dont elle n'avait plus besoin. Par aujourd'hui, ai-je répété. Je serai sorti quelques heures. J'attends que tu sois parti à mon retour. Je ne crois pas, non, a-t-elle répliqué en tirant sa chaise dans un grincement. C'est aussi ma maison. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé quelque chose de douloureux et de clair. Je ne reconnaissais plus cette femme. Et puis je me suis éloigné, non pas pour battre en retraite, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez savoir ce qui est drôle? Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. Pas encore. Mais j'étais réveillé. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de mon combat pour reprendre ma vie en main. Ce jour-là, vers midi, je me suis retrouvé à marcher dans le centre-ville de Raleigh comme un homme qui essayait de se souvenir comment respirer. Les rues que j'avais parcourues 100 fois auparavant me semblaient différentes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Je n'étais pas sûr de ma destination. J'avais juste besoin d'espace. Loin de la maison, loin de l'écho des mots de Lindsay, loin de la tasse de café qui était toujours à moitié pleine sur le comptoir, tel un accessoire dans une scène que je ne voulais plus jouer. Le vieux quartier de la ville avait toujours eu un certain charme. Des devantures en briques rouges, des auvents délavés, une petite librairie qui n'avait pas changé depuis mes années d'université. C'était plus calme ici, plus lent. On pouvait presque s'entendre penser. Je me suis arrêté devant une boulangerie, envisageant d'entrer pour acheter quelque chose que je ne goûterais de toute façon pas, quand je l'ai vu point à quelques mètres dans la rue, une berline compacte bleue était garée maladroitement sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant. En panne. La femme qui se tenait à côté était clairement désemparée, se parlant à elle-même tout en feuilletant un manuel comme s'il pouvait lui donner des conseils de vie. J'ai hésité. Aider les étrangers n'était pas vraiment ma spécialité. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir là, les mains sur les hanches, se mordant la lèvre inférieure, des mèches de cheveux tombant sur sa joue,
m'a attiré avant même que je réalise que j'avais commencé à marcher. Un problème, ai-je demandé, gardant une voix douce. Elle a levé les yeux, surprise, et m'a offert le genre de sourire qui n'est pas fait pour impressionner. Il était honnête, un peu fatigué, et magnifique dans sa simplicité. Oui, je crois que ma voiture a décidé de se rebeller. Ça vous dérange si je jette un œil? Je vous en prie, dit-elle en s'écartant. Elle s'appelait Sophie. Elle me l'a dit environ 5 minutes après le début de notre conversation sur le bord de la route, après que j'ai réussi à remettre en place le câble de batterie desserré et à persuader le moteur de démarrer en tout sautant. Elle a applaudi légèrement quand il a démarré. Vous êtes officiellement un héros. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui me semblait être des semaines. Non, juste un type qui a remplacé ce même câble 3 fois sur sa propre voiture. Eh bien, vos malheurs m'ont servi. Elle m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Elle était chaude, ferme. Pas de bague. Je m'appelle Adam, ai-je dit. Ravi de vous rencontrer, Adam. Il y a eu une pause. Pas gênante, juste pleine, comme l'espace entre 2 pages quand on n'est pas sûr d'être prêt pour le chapitre suivant. Alors, dit-elle en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Vous sauvez souvent des demoiselles en détresse. J'ai souri. Seulement les jours où ma femme me dit qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux. Les mots me sont échappés avant que je puisse les retenir. Son visage a changé, ses yeux s'adoucissant, son sourire s'effaçant juste assez pour laisser place à l'inquiétude. Je suis désolé, dit-elle, et d'une certaine manière, ça ne sonnait pas forcé. C'est vraiment nul. Ouais, ai-je dit, surpris de ma propre honnêteté. Ça l'est. Elle a hoché lentement la tête. Eh bien, si ça peut vous consoler, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un de facile à remplacer. Je n'avais pas de bonne réponse à ça. Je suis juste resté là, à regarder cette parfaite inconnue qui me regardait comme si je n'étais pas du verre brisé sur le trottoir. Alors qu'elle remontait dans sa voiture, elle a marqué une pause, puis s'est de nouveau tournée vers moi. Merci pour votre aide. De rien, ai-je dit. Elle a pris son téléphone, a hésité, puis s'est retournée. Est-ce que... C'est bizarre, mais voulez-vous qu'on échange nos numéros, juste au cas où la rébellion recommencerait? J'ai gloussé. Bien sûr. Nous avons échangé nos téléphones, et à cet instant, quelque chose a changé. Pas de manière romantique, pas encore, mais comme la lumière du soleil qui perce les nuages après un orage. Pas assez pour tout sécher, mais assez pour vous rappeler que la chaleur existe toujours. Quand elle est partie, je suis resté là un instant de plus que nécessaire, regardant ses feux arrière disparaître dans la circulation. Et puis j'ai souri, un petit sourire prudent. Il ne s'agissait pas de Sophie. Pas encore. Il s'agissait de sentir, pour la première fois depuis longtemps, que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas été effacé. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avec un nom que je connaissais à peine, mais que j'avais déjà commencé à espérer voir. Sophie. Salut, je voulais juste te remercier encore pour hier. Tu m'as évité de devenir une anecdote tragique de bord de route. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû, le pouce planant au-dessus du clavier, incertain de la manière de répondre à quelque chose de si léger, de si humain. Un seul jour s'était écoulé depuis que l'INSEE avait lancé la grenade émotionnelle sur notre mariage, mais cela semblait déjà faire des semaines. Le silence dans la maison s'était épaissi. Pas de musique, pas de claquement de ses talons sur le sol. Elle n'était pas partie, mais elle était plus silencieuse que d'habitude, presque suffisante, comme si elle me donnait le temps d'imploser. Mais je ne l'avais pas fait. Pas encore. J'ai finalement tapé en retour, ravi d'avoir pu aider. Honnêtement, j'avais besoin d'une raison de faire quelque chose d'utile hier. Et la bulle de frappe est apparue presque instantanément. Sophie, eh bien, tu as été très utile et gentil. C'est plus rare que les gens ne le pensent. J'ai souri avant de pouvoir m'en empêcher. Ces textos n'étaient pas aguicheurs, pas ouvertement, mais il y avait une chaleur dans ses mots, comme si elle les écrivait avec ses 2 mains et un peu de cœur. Au cours des jours suivants, nous avons commencé à échanger des messages régulièrement. Juste de petites choses au début. Elle m'envoyait une photo d'une tasse de café de travers sur son bureau avec la légende « Le lundi dans une tasse ». Je répondais avec un mème sur les imprimantes étant les pires collègues. Elle riait, genre, elle envoyait vraiment des émojis qui rient, que j'avais toujours trouvé surfaits jusqu'à ce que je les voie venir d'elle. Nous sommes restés simples, amicaux, rien de dangereux, mais c'était quand même comme de l'oxygène. Le soir, je m'asseyais seul sur le canapé, la télévision diffusant quelque chose d'oubliable en arrière-plan, le téléphone à la main.
Les lumières du salon étaient toujours trop faibles maintenant, et Lindsay passait devant moi comme si j'étais un fantôme qu'elle n'avait pas encore décidé si elle devait reconnaître. Parfois, elle lançait un commentaire sur le besoin d'une meilleure énergie dans la maison ou me demandait si je comptais bouder éternellement. Je ne répondais jamais. Je n'en avais pas besoin car dans ma poche, les messages de Sophie attendaient point un soir, j'ai mentionné un endroit près du lac où j'allais quand les choses devenaient accablantes. Sophie a répondu avec une note vocale, un enregistrement doux et hésitant sur son petit banc de parc préféré près d'un étang à canards. Il y avait un léger vent en arrière-plan et je pouvais l'entendre rire des canards qui se battaient pour des miettes de pain. Le son était réel, ancrant. Cette nuit-là, j'ai écouté son message 3 fois avant de m'endormir. Je ne savais pas en quoi cela se transformait. Je n'avais pas besoin que cela devienne quelque chose de grand. Je ne cherchais pas un remplacement ou un rebond. Mais Sophie n'essayait pas de me réparer. Elle se manifestait simplement par des mots, par de la gentillesse, par de la curiosité. Et après des mois à me sentir invisible dans ma propre maison, cela ressemblait au début de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité c'était un mardi. Je m'en souviens car j'étais rentré tôt du travail, espérant une heure de silence avant que la maison ne se transforme à nouveau en champ de bataille. Ma clé a glissé dans la serrure, la porte a grincé en s'ouvrant, et je suis entré, pour me figer net. Lindsay était allongée sur le canapé comme si c'était un dimanche matin, faisant défiler son téléphone avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait jamais fait une seule valise. Elle n'a même pas levé les yeux quand elle a dit « Oh, salut, tu es rentré tôt ». J'ai cligné des yeux, l'absurdité de la situation me frappant de plein fouet. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a enfin levé les yeux, avec un sourire en coin. « Ça ressemble à quoi ?» Ça ressemble à quelqu'un qui fait semblant que rien de tout ça n'est jamais arrivé. Elle a ri. Harry. Adam, a-t-elle dit en se levant lentement, son ton mielleux et condescendant. J'habite ici aussi, tu te souviens? Ou tu pensais qu'une dispute dramatique autour d'un café renversé pouvait m'expulser? J'ai serré la mâchoire. Tu m'as dit que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. Tu as dit que tu ne m'aimais plus et je t'ai dit de partir. Elle s'est approchée, les bras croisés, la tête penchée. Oui, c'était mignon. Mais j'ai parlé à un avocat. Mon estomac s'est noué. Je n'ai même pas eu besoin de demander. Tu ne peux pas légalement mettre ton conjoint à la porte sans une ordonnance du tribunal, a-t-elle dit comme si elle récitait une recette. Et comme il n'y en a pas, eh bien, je reste. J'ai eu envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. Loin de là. J'ai pris une grande inspiration, l'ai laissé se poser dans ma poitrine comme une pierre, et je me suis tourné vers le couloir. Très bien, ai-je dit point elle a cligné des yeux. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'était préparée. Tu peux dormir sur le canapé, ai-je ajouté par-dessus mon épaule point. Quoi? Tu m'as entendu. Tu as déménagé émotionnellement. Tu as fait ton choix. Cette maison porte peut-être encore légalement ton nom, mais le lit, c'est le mien maintenant. Le canapé est à toi. Sa bouche s'est ouverte, une réplique sarcastique en préparation, mais je n'ai pas attendu. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. Elle n'a pas discuté. Cette partie m'a surpris. Cette nuit-là, j'ai écouté à travers les murs fins pendant qu'elle faisait les 100 pas, passer 2 appels, puis, finalement, s'installer à contre-cœur sur le canapé. Elle n'a pas allumé la télé, n'a pas fredonné, juste le silence. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, les pales du ventilateur tournant lentement, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de rage, pas de chagrin, juste un but. Sa décision de rester au suffisante, cruelle, calculée ou était censée me déstabiliser. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, elle m'a ancré. Je savais ce que je devais faire maintenant. Et pour une fois, je ne réagissais pas seulement. Je construisais quelque chose tranquillement derrière le rideau, quelque chose qu'elle ne verrait pas venir. J'ai attrapé mon téléphone, fixé le dernier message de Sophie, celui avec la note vocale de l'étang au canard, et j'ai souri. Puis j'ai ouvert une nouvelle conversation. Adam à Jonah. Salut mec, tu es libre pour un café demain? Faut qu'on parle. Jonah était l'une de ces rares personnes qui ne posaient jamais de questions auxquelles vous n'étiez pas prêt à répondre. Il était mon meilleur ami depuis le collège, à l'époque où les appareils dentaires et les mauvaises coupes de cheveux nous rendaient intouchables de la pire des manières. Nous nous étions un peu perdus de vue au fil des ans, les boulots, les mariages, la vie. Mais quand je lui ai envoyé un texto,
Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Dis-moi où. J'y serai. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret près de Glenwood, un de ces endroits indépendants qui ne prenaient jamais la peine de mettre une enseigne. Juste un tableau noir en forme de A sur le trottoir avec une citation sur l'espresso et l'angoisse existentielle. Jonah était déjà assis à mon arrivée, 2 tasses sur la table, la vapeur s'élevant comme des points d'interrogation. Je me suis glissé sur le siège en face de lui. Il m'a étudié une seconde. Tu as la tête d'un type qui a besoin soit d'un verre, soit d'un avocat. J'ai laissé échapper un demi-rire. Peut-être les deux. Nous sommes restés en silence une minute, sirotant notre café, laissant le confort d'une vieille amitié combler l'espace où les banalités auraient normalement pris place. Puis j'ai commencé. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus, ai-je dit. Qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle l'a dit comme si elle mettait à jour une réservation pour le dîner. La mâchoire de Jonah s'est crispée, puis il n'a pas interrompu. Je lui ai dit de partir. Elle n'est pas partie. Elle dit que son avocat lui a dit qu'elle n'y était pas obligée. Il s'est penché en arrière, expirant par le nez. Merde. Elle dort sur le canapé maintenant. Elle agit toujours comme si elle était chez elle, comme si c'était moi qui devais me sentir mal. Jonah a secoué lentement la tête. C'est de la manipulation de haut vol. J'ai hoché la tête. Elle veut une réaction. Du drame. Quelque chose pour justifier l'histoire qu'elle se raconte. Mais tu ne le lui donnes pas, non. Il a incliné sa tasse vers moi comme pour porter un toast. Respect. Un autre instant de silence a passé. Puis je me suis penché en avant. Je parle à quelqu'un, ai-je admis. Pas comme ça. Pas une liaison. Juste quelqu'un de gentil. Jonah n'a pas sourcillé. Sophie. J'ai cligné des yeux. Comment tu as mentionné une Sophie une fois, à l'époque où on se parlait encore vraiment. Tu as dit qu'elle t'avait fait rire après une journée de merde. Ça m'est resté. Je ne me souvenais même pas avoir dit ça, mais il avait raison. Elle est différente, ai-je dit doucement. Pas de pression, juste de la gentillesse. Ça rend le froid moins mordant, tu sais. Jonah a hoché la tête. C'est comme ça que ça commence. Pas avec un feu d'artifice, avec de la chaleur. J'ai baissé les yeux sur mon café, regardant la crème tourbillonner comme une carte météo. Puis j'ai relevé les yeux. Je veux commencer à rassembler des preuves, ai-je dit. Il n'a pas demandé. Preuve de quoi? Il le savait déjà. Pas par dépit, ai-je ajouté. Mais j'ai besoin que ce soit propre, légal, contrôlé. Je veux la paix quand tout ça sera fini. Il a de nouveau hoché la tête. Lentement et délibérément. Tu penses comme un homme qui en a enfin marre de se faire manipuler. C'est le cas. Jonah a sorti de sa veste un petit carnet, le genre qu'il portait toujours, et l'a ouvert. D'accord, a-t-il dit. Faisons un plan. Et juste comme ça, au son du cliquetis des tasses et du faible murmure du jazz, un nouveau chapitre a commencé. Pas le genre qui criait vengeance, mais celui qui chuchotait la clarté, un plan construit non sur la rage, mais sur la vérité. Et la nuit avait pris un nouveau rythme. Avant, le silence dans notre maison était un fardeau, quelque chose de lourd et de triste, comme être oublié dans une pièce bondée. Mais maintenant, il avait un but. Chaque soir, pendant que Lindsay était allongée sur le canapé, son téléphone collé à sa main, je me déplaçais tranquillement dans la maison avec une conscience différente. Je ne réagissais plus. J'observais. Je savais qu'elle avait une routine. Elle laissait toujours son ordinateur portable ouvert dans la cuisine en préparant son thé au curcuma. Elle oubliait toujours de verrouiller son téléphone après être entrée dans la douche. Je n'espionnais pas. Pas exactement. Je documentais un message imprudent à la fois. Le premier venait de son compte Gmail, laissé grand ouvert sur son écran pendant qu'elle parcourait les réseaux sociaux dans le salon. Un fil de mail avec un contact enregistré uniquement sous le nom de « GT ». J'ai cliqué dessus. L'objet, les mardis soirs et aucune culpabilité. Je ne les ai pas tous lus d'un coup. J'ai sauvegardé le fil sur une clé USB que Jonah m'avait donnée, celle étiquetée « Vieux impôts » au cas où. Ensuite, il y a eu les textos. Elle avait laissé son téléphone face vers le haut sur l'îlot de cuisine pendant qu'elle prenait un appel dans l'autre pièce. La bannière d'aperçu en révélait plus qu'elle ne le pensait. Une série de messages affectueux. Il s'appelait Travis. Il utilisait des expressions comme « notre moment » et «
quand on est juste nous deux. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai rien cassé. Je suis juste allé dans la chambre, j'ai copié le numéro dans un document et j'ai noté l'heure et la date. Chaque capture d'écran était soigneusement classée, étiquetée, titrée, stockée discrètement. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain matin, le silence entre nous semblait différent. Lindsay l'a remarqué aussi. Tu es silencieux, a-t-elle dit nonchalamment au petit déjeuner. J'ai levé les yeux de mon café, croisant son regard sans ciller. Toi aussi. Elle a eu un sourire en coin, mais il n'a pas atteint ses yeux. J'imagine qu'on n'a plus rien à se dire. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle est retournée à son téléphone. Plus tard dans la semaine, j'ai ouvert sa tablette pendant qu'elle était sortie marcher. Pas de mot de passe, juste un glissement de doigts négligent et la porte s'est ouverte. J'ai trouvé des photos, des selfies avec Travis dans ce qui ressemblait au salon d'un hôtel. J'ai reconnu le papier peint derrière eux. Le Jefferson, à 8 km de chez nous. L'horodatage sur l'image, il y a 2 semaines. Je l'ai ajouté aux archives. Chaque nuit est devenu un rituel. Moi, me déplaçant silencieusement dans les espaces qu'elle pensait être les siens. Pas par mesquinerie, mais par préservation. Je ne cherchais pas à l'humilier. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste que la vérité soit empilée proprement devant moi le moment venu. Car il viendrait. Et quand il arriverait, je ne serais pas l'homme qui cherche ses mots ou qui crie dans une salle d'audience. Je serais l'homme avec des preuves, avec des faits, avec le calme. Certains soirs, j'envoyais un message à Sophie. Rien de lourd, juste une photo d'une tasse bizarre que j'avais trouvée dans une friperie ou un cliché du ciel dehors. Elle répondait avec quelque chose qui me faisait sourire, quelque chose de léger. Elle ne demandait jamais de détails, ne sondait jamais, existait simplement à l'autre bout du fil, me montrant tranquillement ce que c'était que d'être à nouveau vu. Et dans une maison pleine de mensonges, ce genre d'honnêteté semblait radical. Un soir, alors que Lindsay riait de quelque chose sur son téléphone, je me suis assis sur le porche arrière, la clé USB à la main, parcourant son contenu. C'était là, une histoire en pixels et en horodatage. La preuve non seulement de la trahison, mais de la clarté. Et j'ai réalisé alors que je ne rassemblais pas des munitions pour une guerre. Je me préparais pour la paix. Je ne m'attendais pas à ce que la vérité arrive par la poste. Ce matin-là, j'étais allé à la boîte aux lettres en m'attendant à des factures, peut-être une autre publicité de quincaillerie. Au lieu de cela, il y avait une enveloppe Kraft glissée soigneusement entre elles. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, 3 photographies glacées, sans marque, indéniables, Lindsay avec Travis. Le premier cliché les montrait debout bien trop près l'un de l'autre à côté de sa voiture, à quelques maisons de la nôtre. Sur le deuxième, il lui passait les cheveux derrière l'oreille. Et le troisième, le troisième ne laissait aucune place à l'interprétation. Lèvres scellées, au milieu du trottoir, comme si notre mariage n'était même plus un souvenir. Mes doigts se sont resserrés sur les photos. Ce n'étaient pas des selfies. C'étaient des photos haute résolution, prises à distance. Téléobjectif, main stable. Quiconque avait pris ces clichés savait ce qu'il faisait. De l'autre côté de la rue, sur son porche, était assis monsieur Henly, retraité de l'armée de l'air, ancien photographe et fier propriétaire d'un Nikon à $1200 avec un zoom de la taille d'un télescope. Il m'a fait un signe de tête lent et délibéré. Je n'avais pas besoin d'une confession. Il avait tout vu, et maintenant il l'avait partagé. J'ai traversé la rue lentement, l'enveloppe toujours à la main. Son vieux terrier a levé la tête à mon approche, puis s'est recouché à ses pieds. Bonjour, ai-je dit entendant les photos. Henly a siroté une tasse en céramique qui disait « Le grand-père le plus passable du monde ». J'ai pensé que vous devriez voir par vous-même. Les gens ne croient pas toujours ce qu'ils soupçonnent. Pourquoi m'aider? Il a haussé les épaules. Parce que je n'aime pas les serpents, surtout ceux qui sourient en mordant. J'ai hoché la tête, reconnaissant. Merci. Si vous en avez besoin de plus, a-t-il ajouté, la caméra tourne toujours. De retour à l'intérieur, j'ai scanné les photos, les ai téléchargées sur la clé USB marquée « Vieux impôts » et les ai déposées dans le dossier Marigold, un coffre-fort numérique de tout ce que Lindsay avait essayé de cacher au grand jour. Les pièces commençaient à s'aligner maintenant. Capture d'écran de ces textos tardifs, fils de mai avec des rendez-vous horodatés. Et maintenant ces photos, claires, brutales, réelles. Chaque image avait une date. Chaque fichier avait un but. Ce soir-là,
Lindsay est entrée par la porte d'entrée comme si le monde lui appartenait. Sac de course à la main, cheveux un peu trop coiffés pour un mardi. Elle se déplaçait avec cette arrogance désinvolte que j'avais appris à reconnaître, comme un chat qui pense que la souris est déjà dans sa gueule. Point. Tu es en avance, a-t-elle dit, surprise de me voir dans la cuisine. Point. Pas vraiment, ai-je répondu. Point. Elle a marqué une pause, m'étudiant. Quelque chose dans mon ton l'a déstabilisée, mais elle l'a rapidement dissimulé avec un sourire en coin. Ça doit être agréable de rester assis toute la journée. J'ai pris une gorgée de café, calme et stable. Ça l'est. Elle a cligné des yeux, légèrement décontenancée. Le script qu'elle lisait ne prévoyait pas l'indifférence. Tu es terriblement silencieux ces jours-ci, a-t-elle ajouté. Point. Toi aussi. Elle a penché la tête. Tu vas bien, Adam? Ça m'a presque fait rire. Je vais mieux que je n'ai été depuis longtemps. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a rien trouvé. Au lieu de cela, elle a fait claquer ses talons dans le couloir et a disparu dans la chambre, probablement pour appeler Travis. Elle l'appelait toujours quand elle ne se sentait plus en contrôle. Je ne l'ai pas suivi. Je suis sorti à la place, téléphone à la main, le cœur étrangement calme. Sur le porche arrière, la brise d'automne était fraîche contre ma peau. Je me suis assis, j'ai ouvert le dossier Marigold et j'ai tout passé en revue une dernière fois. Tout était là. Photos de Henley, messages textes, messages vocaux, un journal de localisation. Jonah m'avait aidé à construire un mur numérique, non pas par amertume, mais par intention. J'avais regardé ma vie se défaire en silence. Maintenant, je tissais un nouveau genre de corde. Et le moment venu, elle ne la verrait même pas se resserrer. Le vrai changement n'est pas venu avec une dispute. Il est venu avec le silence, le mien. Lindsay avait pris l'habitude d'utiliser les mots comme des scalpels, me découpant en petites touches calculées. Elle ne criait pas, ne se mettait pas en rage. Non, son approche était la cruauté de précision. Toujours en passant, toujours avec un sourire. Et ce soir-là n'était pas différent. Elle est entrée juste au moment où je finissais de dîner, pieds nus sur le carrelage, un verre de vin à la main. Tu devrais vraiment voir ton visage ces derniers temps, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Tu as l'air vide. Je n'ai rien dit. J'ai continué à manger. Elle s'est légèrement penchée en avant, posant son menton sur sa main. C'est presque comme si tu avais complètement abandonné. Ce n'est pas attirant. J'ai mâché, avalé, posé ma fourchette. Avant, tu t'en souciais, a-t-elle continué. Même quand on se disputait, tu avais du feu. Maintenant, tu restes juste assis là comme une, quoi? Une triste décoration. Mon regard a croisé le sien. Stable, froid. Tu as fini, ai-je demandé. Cela l'a plus déstabilisé qu'un cri ne l'aurait fait. Elle a souri en coin, essayant de garder le dessus. Susceptible. Non, juste pas intéressé. Ça a frappé plus fort. Lindsay s'est adossée à sa chaise. Tu penses que jouer l'effroi te rend plus fort? Parce que d'ici, ça ressemble à de la faiblesse. D'ici, ai-je dit en me levant, ça ressemble à de la projection. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. J'ai contourné la table, et porté mon assiette à l'évier. L'air entre nous s'était épaissi, mais je n'étouffais plus. Je respirais bien, calme, contrôlé. Ne faisons pas semblant que tu n'as pas planifié ça, ai-je dit en rinçant l'assiette. La sortie, la trahison, la chute. Elle n'a pas répondu immédiatement, mais j'ai senti ses yeux dans mon dos. Ce n'était pas une trahison, a-t-elle finalement dit. C'était une évolution. Tu as cessé d'être quelqu'un avec qui je pouvais grandir. Je me suis séché les mains, me suis tourné pour lui faire face. Non, Lindsay, c'est toi qui as cessé de grandir. Alors tu t'es tourné vers quelqu'un d'autre à blâmer. Son expression s'est durcie. Tu agis comme si cette maison était une prison, ai-je dit. Mais tu as choisi de rester. Pourquoi? Elle a légèrement vacillé. J'ai des droits. Non, tu as des regrets. Et pour la première fois depuis le jour où elle a dit qu'elle ne m'aimait plus, Lindsay n'a pas eu de répartie. Au lieu de cela, elle s'est levée trop vite, heurtant légèrement sa chaise. Elle s'est reprise, a passé ses cheveux derrière son oreille et s'est dirigée vers le couloir. Juste avant de tourner le coin, elle s'est arrêtée. Tu penses que tu vas t'en sortir indemne, a-t-elle dit. Tu n'es pas la victime, Adam. Non, ai-je répondu.
Je suis celui qui t'a survécu. Elle a disparu après ça, dans la chambre d'amis, dans son téléphone, dans le fantasme qui la maintenait encore à flot, mais je ne l'ai pas suivie. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre, feuilletant la chronologie imprimée que Jonah avait compilée, une chaîne nette et implacable d'événements, de textos, de mets, de lieux, de photos, de dates. Chaque fichier, une empreinte dans la vérité que j'avais parcourue seul. J'ai surligné quelques dernières lacunes, annoté la dernière image de la série de Henley. Quand j'ai eu fini, l'arc entier de la trahison de Lindsay était exposé, propre, légal, absolu. Le lendemain matin, devant son smoothie, elle a tenté une dernière pique. Tu sais, Travis dit que je rayonne encore quand je ris. C'est drôle comme certaines personnes le remarquent encore. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai dit, tant mieux pour lui. Il aura besoin de bons souvenirs quand tout ça s'effondrera. Son visage a eu un léger spasme. Elle était en train de glisser. Elle ne savait juste pas à quel point elle était déjà tombée. Et moi, je ne tendais plus la main vers elle. Je tendais la main vers la conclusion. Et la salle de conférence sentait le cuir et l'encre fraîche d'imprimante. Une table polie s'étendait au centre. Et à côté de moi était assise Dana Min, mon avocate. Calme, clinique, d'une acuité tranchante derrière des lunettes en écailles de tortue. Elle avait été recommandée par la cousine de Jonah, une femme connue pour démanteler les époux malhonnêtes avec une précision chirurgicale. Dana a tapoté légèrement son stylo contre la table. J'ai examiné tout le contenu du dossier Marigold. Des détails impressionnants, Adam. Non seulement convaincant sur le plan émotionnel, mais juridiquement blindé. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas fier. J'étais préparé. Nous étions assis, entourés de dossiers, de photos, d'horodatage, d'échanges de textos, de données de localisation. Dana les feuilletait comme les chapitres d'un livre qu'elle connaissait déjà par cœur. Adultère avec preuve. Abandon émotionnel. Schéma de tromperie documenté. Et elle a dit, en tapotant le dernier dossier, réputation dans la communauté. Nous avons un voisin prêt à témoigner. J'ai de nouveau hoché la tête. Elle pense que ça va être désordonné. C'est ce qu'elle veut. Elle veut une tempête, ai-je dit, la voix stable. Je veux une décision, nette et finale. Dana a légèrement souri. Et nous l'obtiendrons. Les semaines précédentes avaient été méthodiques. Chaque soir, Jonah m'aidait à vérifier la chronologie. Chaque fichier était dupliqué sur 2 disques de sauvegarde. J'avais même imprimé des copies papier, scellées, organisées, indexées. Lindsay ne savait rien. À la maison, les choses étaient restées étrangement civiles. Pas de cris, pas d'accusations, juste une fine pellicule de tension qui enrobait chaque mot que nous échangions. Elle se promenait toujours comme si elle avait gagné, comme si son amant la rendait intouchable, mais elle ne pouvait pas voir ce que je construisais juste sous son nez. Puis est venu le jour où Dana a appelé pour dire que les documents avaient été déposés. Elle sera signifiée mardi matin, a-t-elle dit. Attends-toi à des feux d'artifice. Elle ne le prendra pas bien. J'avais déjà préparé un sac, non pas pour fuir, mais pour reprendre mon espace. Jonah m'avait offert sa chambre d'amis pour quelques jours au cas où, mais je ne suis pas parti. Quand le mardi est arrivé, la sonnette a retenti à 8h03. J'ai ouvert, salué l'huissier, signé le formulaire et l'ai tendu à Lindsay sans un mot. Elle a baissé les yeux sur les papiers, confuse d'abord, puis abasourdie. Ses yeux ont parcouru les caractères gras. Dissolution du mariage. Motifs invoqués, infidélité avec preuve à l'appui. Tu demandes le divorce, a-t-elle murmuré. J'ai déjà déposé la demande, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Tu ne peux pas être sérieux. Je lui ai fait un signe de tête doux et calme. Je n'ai jamais été plus sérieux. Elle a feuilleté les pages, la fureur montant à chaque seconde. Tu m'as prise au dépourvu. Tu m'as tendu une embuscade. Non, ai-je dit. J'ai regardé. J'ai attendu. J'ai documenté. Je me suis adapté. Lindsay m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Et d'une certaine manière, elle avait raison. Je n'étais plus l'homme qui s'asseyait tranquillement à la table du dîner en se demandant où il avait mal agi. J'étais l'homme qui avait décidé qu'il n'était plus le problème. Elle a quitté la maison cet après-midi-là. Où elle est allée, je n'ai pas demandé. Je n'avais pas besoin de le savoir, car j'en avais déjà assez vu. Ce soir-là, j'ai rencontré Dana une dernière fois avant l'audience.
Elle m'a fait passer en revue les pièces à conviction. Nous avons répété mon témoignage, examiné chaque angle. Vous n'avez pas besoin d'être théâtral, a-t-elle dit. Juste honnête. Laissez-la surjouer. Les juges n'aiment pas le drame. J'ai hoché la tête. Ce ne sera pas difficile. Et ça ne le serait pas, car cette fois, je n'entrais pas dans le chaos sans armes. J'entrais avec la vérité. Empilée, numérotée, prête-point la salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé. Des lumières vives, des murs pâles, et cet air stérile qui semble s'accrocher aux bâtiments gouvernementaux. J'étais assis à côté de Dana, ses dossiers disposés en un arc précis devant elle. De l'autre côté de la pièce se trouvait Lindsay, vêtue de blanc, les cheveux parfaitement bouclés, son expression étant l'image même du chagrin contenu. Elle ressemblait à la victime d'un roman d'amour. La performance a commencé tôt. Quand le juge a demandé si l'une des parties avait une déclaration à faire avant le début de la procédure, Lindsay s'est levée comme si elle sortait d'une tombe. « Votre honneur » a-t-elle commencé, sa voix tremblant juste assez pour paraître travaillée. « Pour moi, ce n'est pas juste un divorce. C'est l'effondrement d'un homme que j'ai essayé d'aimer. J'ai tout fait pour soutenir Adam à travers son détachement émotionnel. Il s'est refermé. Il est devenu froid. J'étais isolé, négligé, abandonné. » Elle a même tamponné ses yeux avec un mouchoir, bien qu'il fût sec. Le juge n'a pas réagi, a juste griffonné quelque chose et a fait un signe de tête vers Dana. Maître Minute, Dana s'est levée avec la fluidité de l'eau. Votre honneur, nous allons présenter des preuves documentées d'infidélité soutenue, ainsi que des témoignages corroborants et des enregistrements de communication numérique qui établissent une chronologie claire de la tromperie. Le juge a haussé un sourcil. Procédez. Et puis les faits ont parlé. Un par un, Dana a exposé chaque pièce, les textos projetés sur un écran pour que le tribunal les voie. J'ai hâte de t'avoir à nouveau pour moi tout seul, avait écrit Travis, suivi de la réponse de Lindsay, bientôt, mon cœur. Je te le promets. Les fils de mai, avec des objets comme « La nuit dernière valait le risque ». La photo d'eux s'embrassant dans notre rue, prise par Monsieur Henley. L'horodatage correspondait parfaitement à l'affirmation de Lindsay selon laquelle elle était au yoga.et puis est venue la déclaration sous serment de Henley. Calme, factuel, sans émotion. Et la posture de Lindsay s'est raidie. Ses yeux s'agitaient. Sa main serrait le mouchoir si fort qu'il s'est presque déchiré. Pourtant, Dana n'avait pas fini. Votre honneur, nous avons également compilé un journal de localisation des divergences de Lindsay, des captures d'écran horodatées et des traces IP qui confirment que les appareils utilisés pour ces communications se trouvaient au domicile conjugal. Le juge a examiné chaque dossier lentement, méthodiquement, puis il s'est tourné vers Lindsay. Niez-vous les preuves soumises ici aujourd'hui ? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. C'était la première fois que je la voyais sans voix depuis des mois. Je ne pensais pas qu'il, a-t-elle murmuré. Le juge a levé la main. Veuillez répondre directement. Elle s'est légèrement redressée, sa voix soudainement plus froide. J'avais mes raisons. Notre mariage était en train de mourir. Mais vous avez choisi de rester au domicile, a répondu le juge en tournant une autre page. Vous avez prétendu avoir été abandonné tout en menant simultanément une liaison extra-conjugale au sein de la résidence commune. Silence, le genre qui écrase. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. Je l'ai juste regardé. Et pour la première fois, elle n'a pas pu soutenir mon regard. Le juge s'est éclairci la gorge. Sur la base des preuves présentées, le tribunal se prononce en faveur du demandeur. La maison reste en la possession de Monsieur Fields. Toutes les demandes de pension alimentaire sont rejetées. La crédibilité de Madame Fields a été considérablement compromise. Divorce prononcé. Termes irrévocables. Dana a posé doucement sa main sur mon épaule. Lindsay est restée figée, serrant toujours son mouchoir comme s'il pouvait essuyer plus que des larmes, comme s'il pouvait effacer la tâche de ses propres actions. Alors que la salle se vidait, elle est restée. Je ne pensais pas que tu en étais capable, a-t-elle dit doucement, plus à elle-même qu'à Emily. Je l'ai regardée, fatiguée, non pas d'elle, mais de celui que j'avais été quand je l'aimais. Moi non plus, ai-je répondu. Mais tout perdre, il s'avère que ça vous apprend à reconstruire. Et sur ce, je me suis tourné, suis sorti de la salle d'audience sous le soleil de fin de matinée qui semblait différent, plus brillant, réel. Et la maison était calme, pas vide, juste apaisée. Il n'y avait pas de voix résonnant dans le couloir, pas de porte claquée, pas de rire suffisant venant du salon,
juste le doux bourdonnement du réfrigérateur, le léger tic-tac de la vieille horloge murale, et le murmure de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de déballer un plat à emporter quand mon téléphone a vibré. Un message. L'INSEE. Je n'ai nulle part où aller. J'y l'ai fixé longtemps. Sans colère, ni même tristesse, juste une reconnaissance silencieuse. De la même manière qu'on regarderait la photographie d'un endroit où l'on a vécu. Pendant un instant, j'ai imaginé mon ancien moi, comment il aurait paniqué, hésité, tout remis en question. Cet homme qui aurait autrefois ouvert la porte parce que la culpabilité murmurait plus fort que le respect de soi. Mais cet homme était parti. J'ai tapé lentement, soigneusement, j'attends quelqu'un. Je te souhaite de trouver la paix. Puis j'ai posé le téléphone. 10 minutes plus tard, des phares ont éclairé l'allée. Sophie est sortie de sa voiture, portant 2 sacs de plats thaïlandais à emporter. Son sourire était timide mais ferme. J'ai ouvert la porte. Elle m'a regardé. J'espère que tu aimes toujours le curry jaune. J'ai souri. Ça et tout le reste que tu apportes. Nous avons mangé à la table de la cuisine. La même table où l'INSEE m'avait dit un jour que je n'étais pas assez. Maintenant, elle contenait 2 barquettes ouvertes, une bouteille de vin à moitié vide, et une conversation qui semblait plus nourrissante que la nourriture. Nous n'avons pas parlé du divorce. Nous n'en avions pas besoin. À la place, nous avons parlé de choses ordinaires. Son horrible collègue, mon toast brûlé ce matin-là, le chien du voisin qui confondait mon Porsche avec ses toilettes personnelles. Et entre les bouchées, il y avait des rires. De vrais rires, sans filtre. Je n'avais pas réalisé à quel point ce son m'avait manqué, surtout quand il venait de moi. Après le dîner, elle s'est appuyée contre le comptoir pendant que je rangeais les restes. Ses yeux ont balayé la cuisine, les photos encore accrochées au frigo. Certaines nouvelles, d'autres anciennes. Elle a hoché la tête lentement, avec approbation. Il y a une atmosphère apaisante ici, a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas le cas avant. Elle m'a regardé. Ça l'est maintenant. Plus tard, je l'ai raccompagnée à la porte. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, manteau à la main, ses yeux cherchant les miens. Tu vas bien, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je ne suis plus brisé. Juste en reconstruction. Elle a souri doucement. Alors j'espère que j'aurai l'occasion de voir ce que tu as construit. Elle est sortie et je l'ai regardée marcher jusqu'à sa voiture, son souffle visible dans l'air nocturne. Quand j'ai fermé la porte derrière elle, je n'ai pas ressenti de vide. J'ai ressenti de la clarté. Et cette fois, je l'ai verrouillée, non pas pour garder quelqu'un à l'extérieur, mais pour honorer celui que j'avais finalement laissé entrer. Moi-même.